Pour tous les joueurs évoluant en district régional U17 et U19 NAS et en N3, je peux vous mettre en place dès maintenant un staff de 4 coachs de haut niveau pour vous permettre de percer au plus vite. Dans l'académie NE, tu auras accès à Marc, ton coach analyste tactique, à Nico, ton préparateur mental, à Anto, ton nutritionniste et à moi-même pour ton plan de carrière et pour ton entraînement. J'ai regroupé les meilleures méthodes du centre de formation du TFC par lequel je suis passé et des joueurs professionnels que j'ai accompagnés depuis 2016. Maintenant, pour tous ceux qui ont conscience qu'une carrière c'est court et que d'investir en soi avec l'encadrement d'un staff professionnel est une chose importante, vous avez ci-dessous accès au calendrier pour réserver vos entretiens de sélection pour accéder à l'académie NE. Nous prenons que 20 joueurs par mois pour garder notre qualité et pour tous les bosseurs, ça se passe ci-dessous. Hâte de vous compter parmi nous pour le futur et je vous dis à très vite. Salut la team NE, j'espère que vous allez bien avec Marc. Donc je vous présente Marc, analyste tactique de Oran. Aujourd'hui, de Oran. Astérix et Obélix, à la ref, de Oran. Bien Pas de sûr, la ville, pas de la ville, mais bien de sûr. Oran. Le premier épisode, et on va enchaîner durant tout l'Euro, on va faire un gros rallye. Aujourd'hui, on va analyser, enfin on va faire l'analyse tactique des 3 gros matchs qu'il y a eu, enfin les 3 premiers matchs. Nos amis les Allemands, l'Albanie-Italie, dernier match qu'on a vu, et le meilleur selon moi, l'Espagne. Enfin, le meilleur avec l'Allemagne, mais l'Espagne, ils sont dans les favoris et des choses intéressantes. Et je te passe la main, Marc. Tu vas Ouais. faire comme ça à chaque Et épisode j'ajouterai un mot avec le sur la quatrième. Suisse qui m'a impressionné aussi, qui vraiment, Ok, je m'y attendais pas et monstrueux. go. Allez, Tu veux commencer par quel match d'analyse on va peut-être commencer du coup par le plus gros, l'Espagne? par l'Espagne. Ouais, il y en a qui vont dire que c'est l'Allemagne, mais allez, on prend Oui, parti oui, non, mais Espagne. quand je parle de plus gros, je parlais de l'affrontement Espagne-Croatie. Parce que forcément, on s'attendait à un match, pour moi, pour ma part, beaucoup plus équilibré que ça. Et l'Espagne a récité sa partition au masterclass. Et on va commencer déjà par l'animation de base de la Croatie et de l'Espagne. Donc, quand l'Espagne avait le ballon, qu'est-ce qui se passait? Il y avait donc Rodri toujours dans ce qu'on appelle la supériorité numérique que recherchait l'Espagne. Et la Croatie s'est jetée dans la gueule du loup, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'il mettait à chaque fois un marquage individuel sur Rodri. Sauf que ça servait strictement à rien, puisque comme on peut le voir, il y avait toujours cette supériorité numérique en 3 contre 2. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passait? Par exemple, le Normand avait le ballon, il y avait le numéro 9 croate qui venait empêcher normalement la relance entre deux centraux. Et il y avait effectivement un passage de la Croatie en 4-2-3-1 avec un marquage individuel pour couper la ligne de passe sur Rodri, qui était le meneur de jeu reculé de l'Espagne qu'on connaît bien. Sauf que, bah, évidemment, au lieu de jouer sur Rodri, bah, ils ont juste fait un tour. Et après, les défenseurs centraux espagnols ont dans leur culture de venir fixer, de venir avancer et de remplacer le rôle qu'avait Rodri. Que ce soit Nacho et le Normand ont beaucoup, Pedri, beaucoup fait Pedri la le première faisait relance. aussi en phase défensive. Pedri, il marquait pas à la culotte Kovacic, mais il le faisait en zone. Et Kovacic faisait des différences quand il passait dans la zone de Rodri au lieu de rester dans la zone de Pedri. Tout à fait. Là, c'est vrai que j'ai mis l'animation de l'Espagne avec ballon. On va y revenir, mais tu as Ah ouais. tout à fait raison. C'est-à-dire que de base, l'Espagne jouait en fait sur le papier en 4-2-3-1 avec justement un Pedri qui était derrière Morata, avec les deux ailiers et l'importance de Lamine Yamal et de Nico Williams. On va en reparler parce que l'Espagne, on les a connus notamment il y a 2 ans à la Coupe du Monde sur vraiment sur un jeu très monorhythmique, avec beaucoup de possession, il y avait un manque d'accélération, manque d'alternance. Et là, je trouve que ce qui était super intéressant du jeu de l'Espagne, c'est qu'il y avait une variation jeu court, jeu long. C'est-à-dire que Nico Williams, clairement, c'est le joueur le plus rapide de cette équipe. C'est le mec qui, sur une passe en profondeur, peut être trouvé. Donc, en faisant ces courses croisées, il permettait aussi d'attirer le latéral qui était Stanisic et de permettre à Cucurella de déborder. Et j'ai vu énormément de Oui, courses vers j'allais te le l'avant dire, de ça. Cucurella. Un peu un Barça 2000, un Barça 2011 avec Thierry Henry et Abidal, par exemple. Ouais, ouais, effectivement. Effectivement. Et après, avec ballon, il y avait la fameuse utilisation des 5 couloirs, dont on parle assez fréquemment, avec Pedri qui, du coup, venait vraiment dans le demi-espace à droite. Alors Cucurella était souvent quand même plus bas et Nicolas collait la ligne. Et c'était Fabien Ruiz qui venait dans le demi-espace. Et c'était assez intéressant parce que je m'attendais à une Espagne en 3-2-5, un peu comme dans le jeu de position aujourd'hui moderne que City, Paris font, par exemple. Et on va y revenir d'ailleurs par rapport à l'Italie qui jouait comme ça hier en 3-2-5. Et j'étais assez surpris de voir que l'Espagne finalement jouait dans un 4-1-4-1 assez traditionnel avec Rodri entre les lignes défensives
et du milieu de terrain, qui pour lui, quel était son rôle? C'était un rôle d'équilibre, d'anticiper la Alors, transition off-def à la perte. Et par contre, ce qui était super intéressant, c'est qu'il y avait l'animation avec la largeur, avec un Carvajal et un Cucurella qui anticipaient aussi les pertes, proches de Rodri, il y et avait ce un qui trois deux faisait en cinq aussi, sorte que parfois, l'Espagne Marc. n'était jamais en danger. Et qu'à chaque fois, il y avait le 2 contre 1 derrière, avec, de mémoire, c'était Petkovic, l'attaquant croate, si je ne m'abuse, qui était tout le temps en un contre 2 derrière, et sur des longs ballons, Nacho et notre ami le Normand faisaient le travail On sur avait des un points. 3-2-5 aussi, Marc. Parfois, il y Et avait des un passages entre les points. 3-2-5. Fabien Ruiz, il prenait pas le demi-espace, c'était le latéral gauche qui le C'est prenait. ça. Et Fabien Ruiz jouait le jeu de position Il en y a eu de phase. l'alternance. Et comme il y a eu de l'alternance aussi, avec par moments Cucurella qui se projetait dans le demi-espace à la place de Ruiz, Oui, et par moments c'était aussi Nico Williams qui prenait le demi-espace, Cucurella qui oui. permutait, c'était super intéressant. Il y avait vraiment de la variation, de l'effet de surprise. Côté droit un peu moins, côté droit un peu moins avec un Lamine Yamal qui était constamment, qui constamment mangeait la ligne. Sauf, on va y revenir sur les transitions, et d'ailleurs, pour passer vite fait à la Croatie aussi, ça a été leur vrai problème. C'était les transitions. Ils ont été incapables de justement faire ce qu'a fait l'Espagne au niveau de la variation. C'est-à-dire que la Croatie est une équipe de contrôle avec les trois du milieu de terrain, que ce soit Brozovic, Kovacic et Modric, qui techniquement sont des monstres absolus, ça on le sait, qui étaient capables de conserver le ballon, mais avec Mayer, qui n'est pas un ailier, qui est plutôt un créateur, un 8 créateur, et un Kramaric, qui est un numéro 9 et encore un numéro 9 pas trop de profondeur, qui était tout le temps en train de rentrer dans le demi-espace. Mayer, bah, c'est pas un joueur qui va non plus faire des appels. Et le numéro 9 qu'ils avaient, bah, c'est pareil, c'est un numéro 9 d'appui. Ah non, pardon, d'ailleurs, c'est pas Petkovic. Petkovic est rentré. Excuse-moi, c'était C'est Boudimir. Marc. Chez l'Espagne, contrairement aux époques précédentes, on est vraiment sur une équipe où c'est l'une des équipes la plus complète de la compétition dans la mesure où ils ont un vrai neuf, ils ont des ailiers modernes, ils ont un 6 qui est un Busquets, hein, c'est le jumeau hein, de Busquets, avec d'autres avantages et d'autres inconvénients. On a des bons milieux récupérateurs, on a des latéraux qui étaient meilleurs qu'à l'époque de la Roja Prime de Oui, 2008, 2010, 2012. oui, Non, c'est du solide. Après, tu as les créateurs derrière, Pedri. Non, c'est très solide. Et Yamil Al, il m'impressionne ce mec. Il est vraiment très fort, Marc. Il est vraiment super fort. c'est quelque chose. Il est Et ce très qui fort. est intéressant sur les transitions, c'est que l'Espagne, je les voyais jamais être capable de marquer ou de créer des occasions en transition. Et hier, là, ça a été le cas. Et notamment sur le premier but, bon, premier but, on est d'accord, c'est une énorme erreur de la Mais défense centrale croate et notamment du central au-delà, gauche Pongracic au-delà qui, de. qui reste là. Voilà, on va pouvoir le Et montrer. exactement, en fait, je t'avais dit qu'il y avait un problème de profondeur sur le but de Carvajal. Oui, il y a un problème de profondeur Oui, oui. sur le troisième but. Mais sur le premier but, c'est pas un problème de profondeur, c'est un problème d'axe ballon but. En fait, c'est ce qu'on Exactement. apprend en U10 et il C'est n'a pas exactement respecté. ça. C'est-à-dire que sur la perte de balle, lui, il reste là. Oui. Et tu peux tracer la ligne, Marc, de l'axe ballon but Bien et où est-ce qu'il sûr, devait bien être le sûr. Bah, le joueur. ballon a été récupéré par Fabian ici. Et là, la première chose qu'on apprend à n'importe quel joueur, comme tu disais, U10, U11, c'est de couvrir l'axe ballon-but. Être aligné selon l'axe ballon-but. Qu'est-ce que fait? Alors, tu avais Soutalo qui était là, mais c'est pas assez, pas suffisant. Et lui, ici, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Et alors qu'il doit tout de suite fermer l'axe ballon-but et obliger une passe vers l'extérieur. Au lieu de tout ça, il reste, il dort, et en plus, il couvre le hors-jeu. Forcément, bah là, à ce niveau-là, Donc ça il y a fait problème but. d'alignement hors jeu plus axe ballon but. Ah ouais, il y avait tout. Franchement, c'était à ce niveau-là, j'ai trouvé ça catastrophique pour Gracic. Catastrophique. Donc, il y avait donc l'erreur d'alignement, les amis dedans. Déjà que c'était compliqué pour eux de ressortir et de créer des occasions. Leur seule façon de se créer des occasions, c'était à chaque fois que Gvardiol et Stanisic, sur les phases de possession croates, soient centre au final Ouais, mais c'est pas des sur vrais Budimir. latéraux, ces mecs-là, c'est des centraux à la base. Exactement, en plus. En plus. Et que ce soit Kramaric et Mayer n'étaient pas des joueurs de profondeur, ce qui obligeait la Croatie à tout le temps combiner dans les petits espaces et finalement de faire ce fameux circuit en U dont on parle souvent et de finir sur des centres de Gvardiol ou de Stanisic qui, comme tu l'as dit, sont des défenseurs centraux à la base. Avant de passer sur l'Allemagne, bon, le troisième but, Carvajal fait la différence. Un problème d'alignement. Il y avait un 5 contre 1 pour la Croatie dans la surface de réparation, très mal joué. Est-ce que tu veux revenir sur autre chose? Ouais, une dernière chose, justement, par rapport pour rapidement
parlais aussi, donc, je parlais en préambule de Nico Williams et de Lamine Yamal en transition qui était vraiment qui permettait à l'Espagne d'avoir une vraie variation. Ce que j'ai trouvé. Alors, déjà, il y a eu quelques tentatives de jeu long un petit peu forcées des défenseurs centraux espagnols que je ne voyais pas à une époque. Mais ce que je trouve encore plus intéressant, c'est qu'à la récupération, il y avait constamment des courses croisées entre le latéral et le central croate, de Nico et de Lamine Yamal. Comme on le voyait, toujours quand vous êtes liés, les gars, ne faites pas des courses qui collent la ligne, vous n'allez pas apporter grand-chose à votre équipe. Et constamment, il y avait des courses croisées de ces deux-là. Et d'ailleurs, il y a une occasion, je ne sais pas si tu te rappelles, où Lamine Yamal, je crois que c'est en début de match, où c'est Lamine Yamal qui est trouvé ici et il se finit sur un pointu un peu raté. Oui, Euh, oui, oui, oui. mais tu vois de laquelle je parle. Et une autre où aussi, il se retrouve en un contre un et il loupe Oui, son dribble. en fait, le problème sur cette action-là, c'est qu'Yamin, il devait passer le bras devant l'adversaire, mais tu vois, ça, c'est un manque d'espérance. Il devait passer devant. Et il a mis un pointu parce que s'il ouvrait le ballon, il découvrait son côté gauche et le défenseur pouvait mettre le pied pour lui prendre. Donc, il y a eu une hésitation et après, ça a mené à. Mais en tout cas, c'est prometteur parce que du coup, ça permet. Et l'Espagne a été capable de garder son identité. Il y a eu des phases de possession avec Pedri, Rodri, Fabian, plus les autres, capables de créer des triangles de façon assez fréquente pour garder le ballon et faire courir l'adversaire. Leur jeu de position. Capable aussi de récupérer très haut, comme tu le disais, avec un Pedri Tout le qui monde est devient deuxième homogène, attaquant Marc. en Tu vois, 4-4-2. Ouais. l'Espagne, quand ils jouent, on dirait une équipe de clubs qui se sont entraînés toute l'année ensemble. Ils Ouais. ont les mêmes préceptes, les mêmes systèmes de jeu. Ils savent. Parce que quand on regarde l'équipe, à l'époque, le Barça, c'était l'Espagne, avec quelques joueurs du Real. Et maintenant, l'équipe de l'Espagne, c'est toujours le Real, toujours un peu l'Espagne. Mais le gros avantage, c'est que c'est de l'école Guardiola, parce qu'il y a City qui s'est ramené dans le lot avec des Rodri, par exemple. Donc, tous les préceptes demi-espace, les 5 couloirs en phase offensive, bah, c'est des systèmes qu'ils appliquent tous en club, donc c'est Et génial, tu vois. la formation de joueurs techniques dès le plus jeune âge, des joueurs qui se connaissent par cœur finalement, qui ont la même identité de jeu, qu'ils aillent même à jouer dans des clubs comme Villarreal, comme la Real Sociedad, ils gardent leur identité. Et ça fait toute la force de cette équipe. Et qui, en plus de ça, de le garder cette identité, d'être capable effectivement d'avoir un petit peu de variation sur les transitions, comme on l'a vu avec les ailiers par exemple. Et d'ailleurs, il y a eu Ferran et Daniel Mo qui sont rentrés, qui restaient dans cette idée de variation jeu court, jeu long, On passe chez nos amis les Allemands ou les Italiens? comme tu souhaites. Vas-y, on fait les Allemands et on finira par les Italiens. En plus, Allez, sur l'héritage, j'ai plusieurs questions pour toi. allez. Vendu. Vendu, vendu. Alors, l'Allemagne, c'était peut-être l'équipe qui m'a le plus fait plaisir à regarder depuis le début pour l'instant. Alors, en face, il y avait vraiment un bloc très très bas, défense à 5 extrêmement regroupé. Et nos amis écossais, qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire? Évidemment, on les connaît, c'est leur façon de jouer. C'est de mettre une énorme intensité dans les duels, c'est de mettre voilà, et de relancer sur le numéro 9 qui était clairement un point d'appui en essayant de trouver McGinn et l'autre joueur dans le demi-espace, j'ai plus le nom, en profondeur. Lancé avec McTominay qui était clairement le regista, le joueur qu'on essaie de trouver entre lignes, mais l'Allemagne a joué son jeu et comme on avait vu quand ils avaient joué contre la C'est France, Christie, le joueur à la gauche, Marc. comment? Christie. Christie, exactement. Christie. Exactement. Christie. Exactement. Et concrètement, l'Allemagne a tout bouclé et a récité pendant une demi-heure, c'était juste parfait. Il y avait, et c'était super intéressant, Kroos a été utilisé comme au Real Madrid. On va le voir tout de suite. Donc au départ, c'était une sorte sur le papier de 4-2-3-1. Sur Oui. le papier, on le sait très bien, D'ailleurs, c'est c'est pas une Moussiala qui a eu matière. la meilleure note, 9,4. Et Mais c'était tous monstrueux de toute façon. Tous. en fait, la plus mauvaise note, c'est Neuer, il a eu 6,3. Sinon, Ouais, il a rien eu à faire. Il s'est pris le Sinon, putain de par taureau à exemple, la les fin, mais trios de devant, ils ont eu 8,3 pour Havertz, Wirtz 8,4 et 9,4 pour Musiala, Kimmich 8,3. C'est monstrueux en ski. En fait, ouais. l'Allemagne, c'est quoi? C'est vulgairement le Bayern, le Bayern, les Bayern. C'est un mix entre le Bayern plus une modernisation de jeu de position parce que Nagelsmann, on va Mais le voir. Leverkusen, je te parle, les Bayern, Leverkusen et Munich, Ouais, ouais, il y a un avec, vrai euh, mix. avec Ouais. des cadres du Real, bien évidemment, mais sinon, dans l'école, on est sur une école euh, football total, quoi. Ah oui. Et on parlait de formation. L'Allemagne, depuis justement 20 ans, ils ont changé leur formation. Avec au départ, c'était les Özil, les Gundogan, les Marco Reus, il y a 10-15 ans de ça. Et aujourd'hui, ça en est avec les Musiala, les Wirtz, les Havertz.
qui sont des joueurs beaucoup plus créateurs que l'Allemagne qu'on a connue il y a 40 ans. Donc là, au Enfin, départ, sur le papier, 4-2-3-1. je suis devant la compo, Marc. Ouais, Je la regarde encore. ouais. C'est une dinguerie. Ah, mais c'est monstrueux. Sur Tu le sais papier, je pense que contre la France, ils peuvent nous mettre, ils peuvent nous soulever, hein, franchement. Ah oui, oui, Ils complètement. peuvent nous laver fort, hein. Il n'y a que deux, mais Brice Samba fait pas mal de parades ce soir-là aussi, hein. Donc, au niveau de l'animation allemande, donc c'était sur le papier, comme on disait, le fameux 4-2-3-1, mais ce qui ne restait jamais en 4-2-3-1, avec Jonathan Tah et Antonio Rudiger. Et il y avait le passage de Toni Kroos, mode Real Madrid, dans le demi-espace gauche à la relance à chaque T'as fois. oublié de le dire. Rodri l'a beaucoup fait aussi avec l'Espagne. Rodri l'a fait. Rodri s'en a inspiré. Tout à fait. Mais lui, c'était plus dans une idée de créer une supériorité numérique à la relance, le 3 contre 2. Bien sûr. Alors que là, c'était vraiment pour mettre, c'était même pas tactique contre l'adversaire, c'était pour mettre en orbite Toni Kroos, qui s'est régalé à faire sa passe, sa fameuse passe à chaque fois qu'il faisait sur Carvajal au Real, il l'a faite à chaque fois sur Kimmich. Celle-là, on l'a vu 45 fois Oui, oui. encore. C'était monstrueux. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu sais, il y avait beaucoup de gens qui étaient sceptiques par rapport à l'utilisation de Moussiala et de Wirtz sur les côtés. Sauf qu'en fait, ils démarraient tout le temps en mangeant la ligne. Et à chaque fois, ils libéraient leur couloir en rentrant dans les demi-espaces droit et gauche et qui libéraient les latéraux qui étaient Mittelstadt du côté gauche et Kimmich côté droit. Et Surtout Wirtz. ouais, On l'a vu, enfin on le voit souvent dans l'académie, ça Wirtz, c'est aujourd'hui le numéro 10 moderne. oui, 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 tout à fait. Et en fait, celui qui prenait la place du deuxième milieu de terrain, c'était Gundogan. Et c'était même pas un 3-2-5 comme on pourrait le voir avec les équipes de jeu de 3, position. C'était un 3-1-6. 3-6. Ah, Exactement, c'est la patte Nagelsmann. Déjà, qui jouait comme ça, déjà Nagelsmann avec son Bayern. Il était déjà en de... 3-6. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'était qui le numéro 10 sous la défense? C'était Gundogan qui gérait tout ça? Alors là, le 6 c'était Andrich, qui a le même profil. C'est le profil, c'est Toni Kroos qui a demandé à jouer avec lui pour justement être soulagé des tâches défensives et d'avoir un peu un chien de garde comme à l'époque Gattuso était avec Pirlo dans le Grand Milan. Et là, c'était Andrich qui était le chien de garde et c'était très risqué parce que forcément, et d'ailleurs, il s'est pris un carton jaune rapide, il s'est beaucoup de fautes, beaucoup d'agressivité pour C'est justement parer justement les ça que je voulais contre-attaques. voir avec toi, Marc. Le Ouais. 3-1-6, en jeu de position, en phase de transition, si par exemple aujourd'hui tu joues contre la France en 3-1-6, tu es cuit. Ah, c'est compliqué, effectivement. Mais ça demandait à l'Allemagne d'avoir une énorme intensité et d'avoir des lignes très Au proches au niveau du contre-pressing, pressing. ouais. Ouais. Tout passe dans le Ah, parce que contre-pressing. là, t'isoles Mbappé avec une grosse pointe haute qui va être qui? Ça va être Giroud ou Marcus Thuram qui va mettre? Ouais, ça va être Giroud, Marcus Thuram. Bon, pour l'instant, il y a encore un peu de doute. Parce Mais qu'ils ça va ont être ouais, le même. Enfin, clairement. certains profils, oui, effectivement, De athlétique, toute façon, ils verront puissant, les Allemands. capable de garder les ballons. Les Allemands, ils verront quand ils joueront contre nous, on va mettre le bus et on va punir fort sur coup de pied arrêté et en contre, ça va être, ça va piquer fort. Ah, en tout cas, ça va être intéressant. Ce serait une confrontation en Allemagne-France, là, ça pourrait être très intéressant. Ça va être Euro Et 2016, Marc. c'était un match amical, mais on a quand même vu que l'Allemagne, ça en était très bien sorti. Ouais, mais ça va être un Euro 2016 où on sera meilleur avec un nouveau statut, mais je vois pas une autre dimension qu'un Euro 2016 avec une France hyper opportuniste, avec un très gros C'est Griezmann, possible. un Mbappé qui crucifie, je le vois comme ça, moi. C'est possible. Après, je trouve que quand même, quand tu as Rudiger et Jonathan Tah qui gèrent la profondeur, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, sachant que vraiment, au niveau de jeu de position, du quadrillage, d'où l'importance aussi de comprendre l'axe ballon-but et d'être capable, dans un pressing, de toujours attirer l'adversaire à jouer côté. C'est qu'à chaque fois, quand tu regardais les courses pressing, elles allaient vers l'intérieur. Elles Ouais, obligeaient l'Écosse à toujours aller vers la ligne de touche. Et l'Allemagne enfermait vers la ligne de touche l'Écosse à chaque fois. Et et aussi, il Wirtz, faut des Moussa dans joueurs les de côté. demi-espaces, Gundogan à la baguette, c'était extraordinaire. Il faut des joueurs de côté de haut niveau. Tu vois, aujourd'hui, un Benjamin Pavard ne peut pas faire ce que fait un Kimmich. Tu mets Benjamin Pavard dans cette composition d'équipe, il y a des trous de partout. Le mec, il comprend rien, tu vois. Bah, Pavard, il serait à la place de derrière là. Il serait Oui, là. en sorte de centrale, exactement. Euh, Est-ce qu'il y a il y a autre chose que tu vas ajouter par rapport à la tactique du 3-1-6 avant de passer au but, un but que tu voulais analyser précisément, Marc? Ah, franchement, il y a eu il y a eu beaucoup, beaucoup de beaux buts dans ce début d'Euro, que ce soit la Suisse, que ce soit l'Espagne, l'Allemagne. L'Allemagne m'a régalé au début. D'ailleurs, effectivement, il y a un but, je ne sais pas si tu te rappelles, du deuxième but de l'Allemagne, le but Oui, de Musiala, où Gundogan est trouvé entre les lignes, passe croisée, c'était vers une course croisée de Havertz, qui après, tu as Musiala qui arrive du demi-espace droit, qui arrive en retrait, qui est trouvé et qui frappe, et la prise de balle aussi est extraordinaire. Donc ça, c'était magnifique. Après, il y a des buts de la Suisse aussi qui étaient intéressants, mais non, il y a eu beaucoup de beaux buts dans ce début d'Euro. Très intéressant.
Est-ce que tu veux qu'on parle de l'Italie rapidement? Oui, 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 je vais parler de l'Italie. Tu vois, la Hongrie-Suisse, avec tout le respect qu'on a, on va pas en parler. Je ferais juste, si tu me permets, une toute petite Ouais, un petit mot sur la Suisse parce que franchement, c'était vraiment, je t'assure, j'étais étonné, très mais étonné. Et c'était, on a parlé beaucoup de Leverkusen cette année. Bah, la parle de la Suisse, Suisse, c'était une Marc. regen de Leverkusen. Fais une petite transition avec la Suisse avant de passer Ouais, sur bah nos voilà, amis bah, les. c'est simple, on parlait de Nagelsmann, etc., de Leverkusen cette année. Bah, c'est simple, la Suisse, c'était Leverkusen avec un peu moins de talent, mais dans l'idée, c'était exactement ça. La défense à 3 derrière, Xhaka qui revenait avec énormément qui cherchait à mettre beaucoup de contrôle dans le jeu de la Suisse en étant capable de, pareil, de varier le jeu avec beaucoup de jeux où il temporisait beaucoup, à jouer avec Akanji qui est capable, grâce à Guardiola, d'être capable aussi de faire la première relance avec Dan N'Doye qui de base était un piston gauche avec la Suisse, qui finalement a été remis dans un poste qui est plus naturel pour lui. Énormément de courses croisées, avec un jeu de position super bien huilé, avec Freuler qui était aussi entre les lignes. Ça a permis vraiment à la Suisse de se créer un nombre d'occasions par du jeu de position extraordinaire. Et dans le premier but, je te le conseille de le regarder si tu l'as pas vu Antoine, et je vous conseille à tous de le regarder. C'est un joueur trouvé entre les lignes sur une passe croisée entre les lignes, tac. Le numéro 9 qui vient se faire oublier, passe croisée, appel croisé, but. Ouais, j'ai Et il y a l'impression de voir le ah ouais. 9 de l'Atalanta face à l'OM, il faisait tout le temps ça. Scamacca? Oui. Ah, qui se faisait oublier sur le. Oui, c'est vrai, sur le but, effectivement, sur le but qu'ils mettent au Vélodrome. Ouais, tout à fait. J'ai une question, Marc. Ils sont en 3-4-2-1, les Suisses. Est-ce qu'il y a une évolution de la compo en phase défensive où ils passent à 5 derrière, les pistons descendent? Parce que là, je sais qu'il y a Ils toujours sont une même compo. passés par moments à 4. Ok, donc on est sur du quoi? On est sur du 5-2-2. Ils avaient beaucoup le ballon. Alors, en phase offensive, ils étaient avec exactement comme les Leverkusen. Oui. Exactement la même idée. Et en phase défensive, déjà, ils ont eu beaucoup le ballon. Ça leur a permis de pas trop défendre. Ils ont été très à l'aise au pressing. La Hongrie n'a même pas pu jouer son jeu de transition habituel. Et il y a eu par moment un passage à 4 aussi, avec Ricardo Rodriguez. Hop, du coup, c'était comme ça. Avec Ricardo Rodriguez qui venait du coup par moment prendre son poste de latéral gauche comme il était quand il était plus jeune. Parce qu'il faut Il y savoir avait qu'à un 6 qui redescendait. gauche, il y avait un passage à 4 qui était effectué. Ok, d'accord. Voilà. C'était une petite. Je te demande, parce que moi, c'est le seul match que j'ai pas vu de la Ouais, Suisse. ouais, mais franchement, j'ai été choqué. Il y a eu un nombre d'occasions créées par du jeu au sol. Franchement, avec beaucoup de courses croisées dans On les est sous-cotés, intervalles. hein. Ils nous ont sortis en 2000, en 2020, enfin, Ouais, mais 2021. c'était compliqué pour eux depuis, et même dans le jeu, et même ils étaient dans le doute il y a encore pas si longtemps que ça. Et c'est vrai qu'hier, il a fait des choix forts, hein. Il a mis des joueurs qui n'étaient pas habitués. Le numéro 9, euh, le nom m'échappe, de Ludo Goretz. Je vais te retrouver le nom de suite. Le numéro 9, j'ai complètement perdu son nom. C'est la première fois que je le voyais. Dua, peut-être que je le prononce très mal, qui a marqué justement le but dont je te parlais. C'était un choix fort. Dan N'Doye, il l'a remis à un poste comme il joue à Bologne cette année. Il fait une super saison, Dan N'Doye avec Bologne. Il l'a mis dans un poste dans le demi-espace droit qui est beaucoup plus familier pour lui. Donc non, c'était très intéressant et hâte de suivre la Suisse un peu plus en profondeur. Passons à nos amis les Italiens contre les Albanais. Dédicace dédicace à nos chers amis dans l'accompagnement qui sont deux Exactement. frères jumeaux albanais, à qui tu as promis de suivre l'Albanie et on leur fait ces dédicaces-là. Ouais, Euh, Question. Aujourd'hui, je sais que l'Italie a deux styles de jeu, un peu comme l'Argentine. Si tu veux, tu peux en parler des deux philosophies. Et laquelle a choisi? Il y avait une philosophie Antonio Conte. Voilà, tu peux en parler, Marc? ouais. Parce que j'ai vu le match et après l'Albanie, ça reste faible. Tu vois, c'est pas une équipe qui va aller dans le dernier carré. Au niveau des stats, au niveau du match, on sait que l'Italie a eu la possession, etc. Ils ont, mis à part le premier but qu'ils ont pris très tôt dans le match, ils se sont fait cueillir à froid. Euh, on n'a pas vu réellement ce que ça vaut l'Italie, ou du moins sur quelle philosophie. Je te laisse faire un petit rappel historique, Marc. Ouais, c'est bien que tu fasses ce parallèle avec l'Argentine, parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est culturel en Argentine. Il y a deux philosophies. Ce qu'on appelle les billardistes et les ménotistes. Pour faire simple, il y en a un, Menotti, qui a gagné la Coupe du Monde 78 avec un jeu de possession, un jeu très offensif, très collectif.
Et à l'inverse, Bilardo qui gagne la Coupe du Monde 8 ans plus tard, avec un jeu où tout était donné à Diego Maradona et le reste, ça défend. Autour de lui, c'est les chiens de garde et Maradona qui fait le jeu. En Italie, il y a eu effectivement un peu la même chose. C'est-à-dire que de base, l'Italie, c'est une terre de catenaccio, c'est une terre de jeu défensif. Et Sacchi, dans les années 80 et son Grand Milan, a fait apparaître en Italie une autre façon de penser. Et des successeurs comme Spalletti, comme De Zerbi sont arrivés pour reprendre un peu cette philosophie Sacchi. Voilà, j'essaie de faire le plus simple On peut possible. compter aussi. Antonio Conte, c'est quand même un jeu beaucoup plus défensif à la base. Conte, Ouais, mais il est capable. à l'Inter, tu vois, et à l'Inter de Milan, Il y a des principes un de jeu. relance où on relance propre, mais la base de Conte, d'ailleurs, ce qui a fait Oui. son succès en 2016, ça a été une défense de fer. Et ça a été des contre-attaques avec du jeu long, des transitions ultra bien menées. Ok. Mais je suis d'accord avec toi, par contre, qu'il recherche des relances assez propres. On est C'est sur quelle pas philosophie aujourd'hui chez l'Italie? Alors là, justement, Spalletti est arrivé, bah, c'est justement un successeur de Sacchi. Spalletti, c'était même l'un des premiers joueurs en 4-6-0 à l'époque à la Roma, en 2007. Donc c'est un entraîneur qui veut du foot offensif, qui a gagné la Serie A l'année dernière avec Naples de cette manière, avec le fameux 3-2-5. Donc de base, sur le papier, c'était une défense à 4, comme beaucoup d'équipes aujourd'hui. Oui. Di Lorenzo est Un passé en central. 4-2-3-1 sur le papier, un 4-2-3-1 en Italie. Exactement, tout à fait avec un Di Lorenzo qui passait du poste de latéral au poste de défenseur central, et Di Marco est vraiment quasiment un ailier gauche, avec Chiesa qui était de l'autre côté, Scamacca qui était en numéro 9. Dans le demi-espace droit, avec Fratesi, et Pellegrini, je vais y revenir parce qu'il était censé être dans le demi-espace gauche, et je l'ai trouvé pas du tout intéressant dans son positionnement, il était trop axial, et du coup, il pouvait pas D'ailleurs, combiner avec Di Marco. qui est ça, il va faire mal durant cet Euro. Il est vraiment frais. Mais je trouve que le playmaker hier soir, et je compte en faire vraiment un point sur lui, c'est Nicolo Barella qui a fait un match monstrueux. C'était un quarterback. C'est simple, le mec, il était quarterback. Je tiens juste à faire une parenthèse sur l'Albanie, avant de continuer sur l'Italie. Je pense que l'Albanie peut avoir des vrais regrets. Parce que déjà, tu mènes un zéro effectivement. Tu as des occasions à la fin, mais l'Albanie a complètement refusé de jouer. Je ne sais pas si ça a été une consigne de Silvino ou si c'est naturel, mais ils ne sont même pas restés à 5. Je te jure, ils étaient à 6 derrière. Ils ont Mhm. mis une ligne de 6 ultra basse en fait, ça permettait à l'Italie, donc il y avait un 6-3-1 en phase défensive de l'Albanie, donc c'était impossible de ressortir. C'était juste impossible de faire quoi que ce soit. Ça a permis à l'Italie, avec Jorginho, avec Barella, avec Pellegrini, Fratesi, de pouvoir vraiment envahir le milieu de terrain, d'avoir une supériorité numérique constante, finalement très proche du but albanais, avec Di Marco et avec Chiesa qui, en plus de ça, apportaient de la largeur. Donc, petit à petit, au cours de la première mi-temps, l'Italie s'est créé de plus en plus d'occasions avec, comme je disais, un Barella qui a mis une intensité tout le temps, tout le temps, tout le temps en mouvement. Tout le temps, il demandait le ballon. Et les courses de Di Marco et de Chiesa croisées, à force de soumettre l'Albanie proche de son but, ça a libéré des espaces pour des courses croisées de Chiesa, pour des courses croisées de Di Marco. Il y a eu énormément d'actions qui sont venues de là. Et le fameux but de Barella, où justement, une fois que l'Italie était très haut, Barella était entré de surface et il a eu un ballon, il a frappé. Il a marqué. C'est ça le problème quand tu joues super bas comme ça, c'est qu'aujourd'hui, ça peut être efficace, mais quand tu joues super bas pour ne pas prendre de but, si tu ne sors pas sur le porteur ou s'il y a un décalage, c'est cuit. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un décalage, le joueur aura du temps et vu qu'il est proche du but, le temps égale non pas une prise de balle, un dribble, et cetera, c'est égal une frappe. Donc aujourd'hui, tu peux jouer bas, tu peux mettre le bus, mais la seule fois où ça a vraiment marché à très très haut niveau, c'est 2010, Mourinho contre Guardiola, hein, Barça. C'est un gros souvenir que j'ai. C'est que ça jouait très très bas, mais il y avait une discipline de malade. Et on sait que des équipes comme l'Italie peuvent maintenir cette discipline, mais pas l'Albanie. Ça craque, tu vois. Puis surtout, dans le foot, ça paraît bête, mais enfin, faut pouvoir marquer pour gagner. Et le problème, faut mettre en danger l'adversaire. Le problème, c'est que tu peux jouer bas, mais il faut une transition derrière. Il faut que tu aies des relais au milieu de terrain. Il faut que tu sois capable de garder le ballon, après d'avoir des phases de possession quand tu la perds, enfin quand tu la récupères, excuse-moi. Ou alors d'avoir une attaque rapide, mais c'est pas en balançant. C'est en ayant des transitions avec des relais entre les lignes, des courses croisées pour ouvrir des espaces. Et l'Albanie, malheureusement, en mi-temps, n'avait pas ça. Et c'est dommage parce qu'ils ont des joueurs avec une grosse qualité technique. Vraiment, c'est ça qui est dommage. Ils ont des très bons milieux de terrain, Ouais, mais c'était des techniquement. consignes, Marc. Je pense que contre l'Italie, c'était aujourd'hui, on maintient, on va chercher le point du match nul. Et vu qu'ils ont marqué, là, on peut rentrer dans la partie mentale où c'est jouer en surpression.
La surpression aujourd'hui, c'est que on balance devant, on ne veut plus construire, on ne veut plus créer d'opportunités, donc prendre des risques à certains moments. Et malheureusement, ils l'ont payé très vite dans le match, Dommage, hein. parce que franchement, ils ont un trio au milieu, l'Albanie, qui est plus qu'intéressant. Aslani, qui a marqué, j'arrive pas à prononcer son nom, Bajrami, si je le prononce, excusez-moi si, pour les Albanais, si je le prononce très très mal. Je me rappelle plus exactement comment ça se prononçait. C'est des milieux de terrain qui ont une vraie assise technique et c'est dommage parce qu'ils auraient pu soit pouvoir les trouver pour la transition, pour lancer les attaquants, soit pour justement arriver à être capable de garder le ballon et de sortir de la pression italienne. Parce qu'en deuxième mi-temps, l'Albanie s'est créé des occasions en fin de match et je pense qu'ils auraient pu le faire d'entrée de jeu en fait. Donc Bah, c'est c'est d'ailleurs le trio défensif, hein. Bajrami, Ramadi et Aslani qui ont eu la meilleure note avec un central. Mais pas par hasard. aujourd'hui, on ne peut pas avoir ces trois joueurs-là. On ne peut pas les mettre aussi bas. C'est des Ouais. joueurs qui aujourd'hui sont des joueurs de transition, des créateurs, et tu peux pas les faire jouer aussi bas. C'est comme si aujourd'hui, tu étais un joueur rapide et qu'on te mettait dans l'axe. C'est comme si on mettait Mbappé neuf face à un bloc bas. Non, là, on annihile complètement les compétences techniques, enfin, les La compétences fonction. physiques et les points forts de Mbappé. Donc, c'est dommage. D'où le Donc, fait qu'on parle tout le temps dans l'académie de fonction et pas de poste. oui, aussi. Par rapport à ce match-là, bon, l'Italie, on a envie de les voir. Je vais regarder leur poule à l'Italie. Bah, Espagne-Italie jeudi. Ils ont la Croatie, l'Espagne. C'est la poule de la mort, eux, hein. La poule de la mort. Alors après, avec le nouveau règlement, pour être éliminé, quand même, il faut en vouloir parce que tu peux finir dans les meilleurs troisièmes. Tu as les quatre Ouais, meilleurs ouais. troisièmes sur les six poules qui passent. Donc normalement, je pense que les trois passeront, hormis cataclysme. Mais effectivement, ça va être le Italie-Espagne de jeudi va être très intéressant pour voir aussi. Ça va être. Je serais même pas surpris qu'on assiste à un paradoxe, que ce soit l'Espagne qui de temps en temps aille en transition et que l'Italie essaye d'avoir un jeu de possession, qui serait quand même assez drôle. Ouais. Je serais On pas verra étonné. ça aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas Serbie-Angleterre, Slovénie-Danemark et Pologne-Pays-Bas. Pologne-Pays-Bas peut être le match le plus intéressant Ah, j'ai à hâte de voir les voir. Pays-Bas. Ouais. Les Pays-Bas, je Et suis très après, très hypé pour les voir. et Rappelle-moi les après matchs. lundi, demain, c'est la France, Marc. Aujourd'hui, Slovénie-Danemark. Oui, oui, le Danemark, je suis. C'est quoi Danemark, c'est quoi c'est la vrai que j'ai pas compo? un bon pressentiment pour La eux. compo de l'équipe de France, 4-2-3, un classique des familles de la part de Deschamps. Avec un Rabiot en point de basse ou un Tchouaméni, avec un Probablement, Griezmann. peut-être même Kamavinga. Non, il y a Kanté qui va probablement jouer. Kanté, je pense qu'il mettrait un gaucher, il aime bien. Je pense qu'un Kamavinga ou un Rabiot à côté de Kanté. Et Griezmann un peu dans son nouveau rôle de 8 avec une grosse projection. Dembélé, Mbappé, et puis soit Thuram, soit quoi. Voire peut-être Kolo Muani en neuf, je sais pas, il est capable. Non, moi je vois un Giroud en neuf. Je vois bien Giroud, un Marcus Thuram, mais on sait pas, hein. Après, Kolo Muani avait joué à droite aussi, il me semble, en équipe de Ouais, France. mais Colomani, tu fais la transition avec un Dembélé. Dembélé, c'est un joueur semaine A, semaine B. Tu vois, il est capable en semaine A de tout te marquer et d'être dans son match. Et en semaine B, Mais je sens aussi un Kolo Muani qui est plus efficace en équipe de France, peut-être qui est plus libéré, qui se sent mieux qu'avec la pression du Paris Saint-Germain, tu vois. Ça peut s'expliquer comme ça aussi. ouais, 100%, Marc. 100%. Euh, Aurais-tu quelque chose à ajouter par rapport aux trois matchs du jour? Moi, franchement, l'Euro commence bien. Ça va être une belle compétition. Il y a des buts. Il y a des équipes qui sont à leur prime, comme l'Allemagne. Bon, la Ouais, France, c'est pas leur prime, mais c'est une très bonne équipe de France. L'Espagne, franchement, tout à fait. moi, je les mets en favori, l'Espagne. J'aime beaucoup cette équipe, ils peuvent aller loin. Et après, j'ai hâte de voir l'éternel perdant, les Anglais. Ils ont une équipe de fou à chaque fois, mais ils font que perdre. Individuellement, c'est monstrueux, mais je sais pas comment il va animer ça. Et j'ai vu un petit peu les compos qu'ils avaient mis en match de prépa. Franchement, c'est très inquiétant. Southgate, j'ai l'impression que c'est comme c'est une Ferrari, mais que tu sais pas la piloter. Oui. C'est Et comme c'est un si peu tu ça. mettais. Tu connais un peu la F1? Pas suffisamment, j'ai peut-être deux, trois trucs, Bon, en mais gros, c'est comme si tu mettais le fils de Schumacher dans une Ferrari. Tu vois, le fils de Schumacher en F1, il n'a pas fait long feu parce qu'il n'avait pas le niveau de pilotage. ok. C'est le mauvais exemple. C'est comme si aujourd'hui, c'est comme si aujourd'hui, Rafael Nadal, tu l'avais mis tout le temps sur des surfaces de terrain hors de terre battue. Tu vois, Nadal, c'est le meilleur joueur de tous les temps sur terre battue. Bon, même s'il était très fort sur les autres surfaces, mais c'est comme si tu passais ton temps
à vouloir faire de lui le meilleur joueur du monde sur herbe et sur dur. Non, on se focus sur les points forts et on met les gens dans les meilleures dispositions. Bon, c'est encore pas un bon exemple parce que c'était un monstre aussi sur herbe et sur dur, mais Mais voilà. après, Non, mais voilà, pour revenir à l'Euro, tu parlais des équipes qui donnent envie d'être vues. S'il y a une équipe que je conseille à chacun de regarder, qu'une personne, enfin, pas personne, mais peu de gens peut-être les connaissent bien, j'ai hâte de voir l'Ukraine. Vraiment, c'est extrêmement ok. technique. Il y a beaucoup de créateurs, de gens de qualité. Tsigankov, Mudryk, Dovbyk, Sudakov, qui est une merveille. Non, franchement, j'ai hâte. J'ai hâte de voir l'Ukraine jouer. Leur premier match, je vois, il est Il est en quand? même temps que la France le matin. Enfin, à 15h, pardon. Je crois Oui, que c'est ça, exact. lundi 15h. Exact. Il est demain à La 15h. Roumanie? Non? Non, c'est Exact. pas ça. Tout Si. à fait. Roumanie-Ukraine. Bah, j'ai hâte de voir l'entrée en liste de l'Ukraine. Évidemment, on parlait de Ferrari à piloter. Le Portugal a une équipe sur le Oui. papier de malade mental. C'est vrai, je les avais oubliés. C'est voilà. Donc non, intéressant. Non, non, franchement, cet Euro commence super bien, hein. Les 4 premiers matchs ont Ouais. été magnifiques. Aujourd'hui, je pense que ça va être moins spectaculaire pour être très honnête, mais tout va être intéressant. On pourra Ouais. analyser des matchs peut-être plus fermés. Oui. Ça fait partie du foot aussi. Et quand ça sera super famé, on analysera les buts, les erreurs qui ont été faites et Ou alors des belles assises défensives. Ça fait partie du foot. exact. Mais merci Marc. Nous, on se Avec grand retrouve plaisir. demain pour l'analyse des 3 matchs du jour et la team. Vous allez nous voir tous les jours. On est parti pour notre marathon. Et Marc, moi, je vais faire honneur à mon joueur préféré, Léo, et je regarderai ses matchs à 2h du matin. Donc, je pourrais te faire les petits débriefs. Je sais pas si non, toi, tu te lèveras pas, sinon tu vas Ah, canner. Sinon. peut-être, peut-être. Je ne... Peut-être parce qu'en vrai, il y aura peut-être moins de matchs au moment où la Copa América va démarrer. Il y aura peut-être moins de matchs d'Euro qui seront à 15 heures aussi. Il y aura peut-être moins de... On sait pas. Je me ferme pas Ouais. l'opportunité de me lever. Après, au niveau de la Copa, moi, je regarde que l'Argentine. Le reste ne m'intéresse pas. Je regarde seulement parce que l'Argentine, j'adore. Et il y a Léo. Donc, Moi, je sais que le foot sud-américain me plaît, donc ok, j'aimerais bien regarder. Je sais pas si j'aurai l'occasion, mais j'aimerais bien regarder un peu beaucoup de matchs. good. Peut-être pas à phase Parfait, groupe, Marc. à partir des phases d'élimination directe. Ben, on se dit à demain. Passe une bonne après-midi. Et la team, comme d'habitude, hein, likez, partagez, commentez pour nous faire votre retour sur votre. D'ailleurs, qui sont les 3 favoris de la compétition? Mettez-le dans l'espace commentaire. Ouais, Marc, bon après-midi. On se dit à demain. Et merci pour ton analyse. avec plaisir. À l'après-midi. Ciao.